Ma fille a dit que j'étais la raison pour laquelle son père était parti, alors je l'ai quitté aussi. J'étais en train de faire du café après un double shift quand ma fille de 14 ans, Ariana, est entrée dans la cuisine habillée pour une fête que je n'avais jamais approuvée. Je vais chez Mia. Sa mère a dit que je pouvais dormir chez elle. C'est un soir de semaine. Tu as un contrôle demain. Son visage s'est tordu en quelque chose que je reconnaissais à peine. J'ai posé mon café. Ariana, c'est vrai. Elle s'est approchée, les larmes montant dans ses yeux. Tu l'as fait partir. Tout le monde le sait. J'ai entendu la mère de Mia le dire. Tu es impossible à vivre avec. J'aurais dû rester calme. J'aurais dû expliquer au lieu de ça. J'étais épuisé et blessé. Et j'ai dit la pire chose que j'aurais pu dire, très bien. Tu veux que je parte? Je vais te donner de l'espace. J'ai pris mes clés et j'ai conduit jusqu'à la maison de ma sœur. Je me suis dit que je rentrerais le lendemain matin, que j'avais juste besoin d'une nuit pour m'éclaircir les idées. Mais Ariana n'a pas appelé, n'a pas envoyé de texto, rien. Alors j'ai attendu. Elle ne savait pas ce que je l'avais protégée. Le compte d'épargne que son père avait vidé avant de partir. Les nuits où j'avais travaillé des doubles shifts pour que nous puissions garder notre maison. La vérité sur la raison pour laquelle il avait vraiment disparu, qui n'avait rien à voir avec le fait que je sois impossible à vivre, et tout à voir avec le fait qu'il avait trouvé quelqu'un de plus jeune dans un autre état. Je l'avais laissé croire à une histoire plus douce. Que son père avait juste besoin d'espace. Que parfois les gens s'éloignent. Je pensais la protéger. Peut-être que je me protégeais juste moi-même de devoir avoir cette conversation. Au 3e jour, son Instagram racontait toute l'histoire. Des photos de fête, des commentaires sur à quel point elle se sentait libre. Un garçon que je ne reconnaissais pas avec son bras autour de ses épaules. Au 5e jour, les textos ont commencé. Où est le formulaire d'autorisation pour la sortie scolaire? Est-ce qu'on a de la lessive? L'école a appelé à propos de mon contrôle. Tu peux les rappeler. J'ai répondu à chacun de la même façon, tu peux gérer ça. Le 7e jour l'a brisé. Elle m'a appelé en pleurant à 23 heures. La fête où elle était allée avait dégénéré. Des plus grands étaient arrivés. Les choses étaient devenues effrayantes. Elle s'était enfermée dans une salle de bain. Maman, s'il te plaît, viens me chercher. Je suis désolé. S'il te plaît. Chaque instinct me disait de courir jusqu'à ma voiture, mais je me suis forcé à poser la question, est-ce que tu as essayé d'appeler ton père? Silence, puis doucement, j'ai trouvé son numéro en ligne. Il a une nouvelle famille maintenant, un petit garçon. Il a posté des photos de Disneyland la semaine dernière. Elle ne m'avait jamais dit qu'elle l'avait cherché. Tu l'as appelé? Il n'a pas répondu. Je lui ai envoyé un texto et il a juste dit, sa voix s'est brisée. Il a dit que je devrais demander à ma mère, qu'il avait renoncé à ses droits pour une raison. J'étais déjà en train d'attraper mes clés. Je l'ai trouvée assise sur le trottoir devant une maison que je ne reconnaissais pas. Le mascara coulait sur son visage. Elle est montée dans la voiture sans rien dire. Nous sommes rentrés en silence. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle s'est assise à la table de la cuisine et a fixé ses mains. Je ne savais pas qu'il avait renoncé à ses droits. Je ne te l'ai jamais dit. Pourquoi? Je me suis assise en face d'elle. Parce que tu avais 10 ans. Parce que je voulais que tu croies que ton père t'aimait, même s'il ne pouvait pas le montrer. Parce que je pensais que la vérité ferait plus mal que le mensonge. Elle a levé les yeux vers moi. Tu m'as laissé te blâmer pendant des années. Tu m'as laissé penser que tu étais le problème. Je pensais te protéger. De quoi? De savoir que ton père ne voulait pas de toi. Elle a recommencé à pleurer. Je le savais déjà, maman. Je ne voulais juste pas y croire. C'était plus facile d'être en colère contre toi. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai pris ses mains. Je suis désolé d'être parti cette semaine. Ce n'était pas juste. J'étais blessé et j'ai mal géré ça. Je suis désolé. J'ai dit que tu étais la raison pour laquelle il était parti. Elle a serré mes doigts. Tu ne le es pas. Tu es la raison pour laquelle je vais bien. Tu es la raison pour laquelle nous avons encore une maison, pour laquelle j'ai des vêtements et pour laquelle quelqu'un vient à mes matchs de volley. Je serai toujours là. Je sais.
Elle a essuyé ses yeux. Je pense que je l'ai toujours su. Je ne voulais juste pas admettre que le parent qui était resté était celui qui m'aimait vraiment. Nous sommes restés assises là longtemps, sans parler, juste en nous tenant les mains par-dessus la table. Elle a 16 ans maintenant. Elle continue de tester les limites, de lever les yeux au ciel quand j'impose le couvre-feu. Nous nous disputons pour les vêtements, les garçons et le temps d'écran comme n'importe quelle mère et fille, mais elle ne m'a plus jamais blâmé pour son père. Et chaque fois qu'elle sort de la maison, peu importe à quel point elle est agacée contre moi, elle dit toujours la même chose, je t'aime, maman. 3 mots. C'est tout ce dont j'ai jamais eu besoin. Pas d'excuses, pas de perfection. Juste la certitude que quand elle franchit la porte, elle sait exactement qui sera là quand elle rentrera. Son père lui a donné la vie. Mais je lui ai donné un foyer, et elle comprend enfin la différence. Le matin après notre conversation, je me suis réveillé au bruit venant de la cuisine. Je suis entré et j'ai trouvé Ariana debout devant la cuisinière en train de faire des œufs brouillés. Elle avait du pain dans le grille-pain et ma tasse de café préférée posée sur le comptoir. Elle ne m'a pas regardé quand je suis entré, elle a juste continué à remuer les œufs dans la poêle. Quand ils ont été prêts, elle en a mis sur une assiette avec 2 tranches de pain grillé et l'a fait glisser sur la table vers moi. Elle m'a fait un petit sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, mais qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Nous allions nous en sortir. Au cours des jours suivants, les choses ont commencé à se sentir différentes entre nous. Elle m'a posé des questions qu'elle n'avait jamais posées auparavant. De vraies questions sur des choses que je lui avais cachées pendant des années. Un soir, elle s'est assise à la table de la cuisine pendant que je payais les factures et m'a demandé pour le compte d'épargne que son père avait vidé. J'ai arrêté d'écrire et je l'ai regardée. Elle méritait la vérité. Je lui ai parlé des 15 000 € qu'il avait pris avant de partir. Comment j'avais économisé cet argent pour son fonds d'études et notre fonds d'urgence. Comment il l'avait vidé 3 jours avant de disparaître et que j'avais dû tout recommencer à zéro. Je lui ai parlé des shifts supplémentaires que j'avais pris. Des heures supplémentaires que je m'étais porté volontaire. Des fois où j'avais sauté des repas pour qu'elle puisse avoir de nouvelles chaussures de volley. Elle est restée assise là à écouter avec des larmes qui coulaient sur son visage. Elle ne m'a pas interrompu ni posé de questions. Elle a juste écouté pendant que je lui expliquais comment j'avais reconstruit tout ce qu'il avait détruit. Quelques jours plus tard, elle m'a demandé pour le divorce. Pas la version facile que je lui avais racontée pendant des années, mais la vraie histoire. Je me suis assise avec elle et je lui ai expliqué comment son père avait rencontré quelqu'un en ligne. Comment il avait passé des mois à parler à cette autre femme pendant que je travaillais des doubles shifts. Comment il lui avait fait des promesses et avait planifié toute sa sortie sans me dire quoi que ce soit. Quand Ariana avait 10 ans, il était juste parti. Il avait fait sa valise pendant qu'elle était à l'école et avait conduit jusqu'à un autre état. Pas d'avertissement, pas de conversation, juste disparu. Ariana a pleuré quand je le lui ai dit. Elle a dit qu'elle s'était toujours demandé pourquoi il n'appelait jamais ni ne venait, pourquoi il oubliait son anniversaire chaque année. Maintenant elle savait que ce n'était pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal. C'était parce qu'il avait choisi de partir. 2 semaines après la fête, mon téléphone a sonné pendant que j'étais au travail. C'était la conseillère d'orientation d'Ariana qui appelait à propos de son contrôle manqué et des absences de la semaine où j'étais parti. J'ai expliqué que nous avions eu une crise familiale sans donner de détails. La conseillère a été compréhensive. Elle a dit qu'Ariana pourrait rattraper le contrôle et a proposé de la rencontrer 2 fois par semaine pour l'aider à rattraper son retard. Elle a aussi suggéré des suivis réguliers pour s'assurer qu'Ariana allait bien émotionnellement. J'ai accepté tout. Ariana a commencé à rencontrer la conseillère tous les mardis et jeudis après l'école. Elle rentrait à la maison et me parlait de leur conversation. Comment la conseillère l'aidait à comprendre ses sentiments vis-à-vis de son père. Comment elle apprenait à gérer sa colère sans la déverser sur moi. J'étais reconnaissante pour ces séances. Elle donnait à Ariana un endroit sûr pour travailler sur tout sans que notre relation redevienne le punching ball. Un samedi matin, j'ai sorti notre budget familial et j'ai demandé à Ariana de s'asseoir avec moi. Je lui ai montré tout, le loyer, les factures d'électricité, les courses, ses frais de volley et son équipement. Elle fixait les chiffres la bouche ouverte. Elle n'avait aucune idée de combien tout coûtait. Aucune idée pourquoi je travaillais autant de double shift juste pour que nous gardions notre maison avec de la nourriture dans le frigo. Quand j'ai fini d'expliquer,
Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux et a dit qu'elle voulait trouver un petit boulot pour aider. Je lui ai dit non. L'école et le volley étaient son travail pour l'instant. Ses notes et son avenir étaient ce qui comptait, mais le fait qu'elle les proposait m'a montré à quel point elle avait grandi en quelques semaines seulement. Le garçon de la fête a commencé à envoyer des textos constamment à Ariana. Elle m'a montré les messages un soir, le visage tendu d'inquiétude. Il n'arrêtait pas de lui demander de sortir, de dire qu'il voulait la revoir. Elle m'a dit qu'il l'avait mise mal à l'aise cette nuit-là, que quelque chose chez lui semblait mauvais. Je l'ai regardé bloquer son numéro juste devant moi. J'étais fier d'elle pour avoir écouté son instinct, pour ne pas avoir ignoré ce sentiment dans son ventre juste parce qu'un garçon lui donnait de l'attention. Je suis tombé sur la mère de Mia au supermarché la semaine suivante. Elle m'a coincé dans le rayon des fruits et légumes avec un faux air inquiet sur le visage. Elle m'a demandé comment allait Ariana après sa phase sauvage. Elle a dit qu'elle avait entendu parler des fêtes et des absences à l'école. Je l'ai regardée un long moment. Puis je lui ai dit poliment mais fermement que ma fille et notre famille ne la concernaient pas. Je suis parti en me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des mois. Ce soir-là, Ariana m'a demandé si elle pouvait arrêter d'être amie avec Mia. Elle a dit que l'influence de Mia avait été surtout négative. Que Mia l'encourageait à sortir en cachette et à me mentir. Qu'elle voulait des amis qui faisaient de meilleurs choix. Je lui ai dit que c'était sa décision, que je soutiendrais ce qui lui semblait juste pour ses amitiés. Elle a semblé soulagée, comme si elle attendait la permission pour lâcher quelque chose qui n'était plus bon pour elle. Le prochain match de volley d'Ariana a eu lieu un mardi soir dans le gymnase de l'école. Je suis arrivé en avance et j'ai trouvé une place dans les gradins près du fond. L'équipe s'échauffait sur le terrain et j'ai repéré Ariana tout de suite dans son maillot numéro 7. Elle bougeait différemment des matchs précédents. Ses mouvements semblaient plus nets, plus concentrés. Elle ne regardait plus autour d'elle dans la foule ni ne vérifiait son téléphone entre les exercices. Elle jouait juste. Le match a commencé et je l'ai regardée servir, passer et plonger pour les ballons avec une énergie que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle souriait à ses coéquipières. Elle appelait les jeux. Elle avait l'air de vraiment s'amuser au lieu de faire ça mécaniquement. Son équipe a gagné le premier set, puis le deuxième. Après la fin du match, l'entraîneuse est venue vers moi pendant que les filles rangeaient leur matériel. Elle s'est présentée comme coach Andri et m'a demandé si elle pouvait me parler une minute. J'ai dit oui, en me demandant si quelque chose n'allait pas. Elle m'a dit que quoi qu'il se soit passé à la maison, ça aidait clairement la performance d'Ariana. Elle a dit qu'Ariana avait été distraite et peu concentrée pendant des semaines, mais lors des derniers matchs, elle était devenue une joueuse complètement différente, plus engagée, plus confiante, une meilleure coéquipière. Je l'ai remerciée et lui ai dit que nous avions traversé des problèmes familiaux. Elle a hoché la tête et a dit que ça se voyait de la meilleure façon possible. Regarder Ariana sortir du terrain avec ses coéquipières, en riant de quelque chose que l'une d'elles avait dit, a fait se desserrer quelque chose dans ma poitrine. La semaine suivante, Ariana a ramené une fille de l'entraînement de volley. Elle est entrée par la porte d'entrée et a crié qu'elle avait une amie avec elle. Je suis sorti de ma chambre où j'étais en train de plier le linge et je les ai rencontrés dans le salon. La fille était grande avec les cheveux noirs attachés en queue de cheval. Elle m'a souri et m'a tendu la main. Elle s'est présentée comme Lisa Pritchard et m'a remercié de la laisser venir. Je l'ai aimée immédiatement. Elle faisait le contact visuel. Elle avait une bonne posture. Elle semblait à l'aise mais respectueuse. Les filles sont allées dans la chambre d'Ariana pour travailler sur leurs devoirs ensemble et je les ai entendues parler de leurs devoirs de maths au lieu de commérer sur d'autres enfants. 1 heure plus tard, une voiture s'est arrêtée dehors et la mère de Lisa est venue à la porte pour la récupérer. Elle s'est présentée comme Théo Pritchard et nous avons parlé quelques minutes sur le pas de la porte. Elle semblait chaleureuse et ancrée. Elle a mentionné que Lisa avait parlé d'Ariana toute la semaine et qu'elle était contente que les filles soient devenues amies. Nous avons échangé nos numéros de téléphone avant qu'elles partent. Après leur départ, Ariana est venue dans la cuisine où je commençais le dîner. Elle m'a demandé ce que je pensais de Lisa. Je lui ai dit que je trouvais qu'elle semblait être une personne vraiment bien. Ariana a souri et a dit que Lisa était différente de ses autres amies, qu'elle se souciait vraiment de l'école et avait des objectifs, qu'elle donnait envie à Ariana d'être meilleure. Je lui ai dit que j'étais fier d'elle d'avoir choisi des amitiés plus saines. Elle m'a serré rapidement dans ses bras avant de retourner dans sa chambre. 3 mois ont passé.
La conseillère d'orientation m'a appelé au travail un jeudi après-midi. Je suis sorti pour prendre l'appel, inquiète que quelque chose n'aille pas. Au lieu de ça, elle m'a appelé pour nous féliciter toutes les deux. Les notes d'Ariana s'étaient considérablement améliorées dans toutes les matières. Elle était passée de majoritairement des C et des D à des A et des B. Ses professeurs avaient signalé qu'elle participait plus en classe et rendait tous ses devoirs à temps. La conseillère a dit que ce genre de retournement était inhabituel, et elle voulait reconnaître le travail acharné qu'Ariana et moi avions fourni. Puis elle m'a dit autre chose. Ariana avait intégré l'équipe de volley varsity en tant que freshman. Ça n'arrivait presque jamais dans leur école. L'entraîneuse avait été tellement impressionnée par l'amélioration et le dévouement d'Ariana qu'elle l'avait fait monter de la junior varsity. J'ai remercié la conseillère et j'ai raccroché. Je suis resté assise dans ma voiture quelques minutes avant de retourner à l'intérieur pour finir mon service. Quand je suis rentré ce soir-là, Ariana était dans la cuisine en train de se faire un goûter. Je lui ai dit que la conseillère avait appelé. Elle s'est figée avec le pot de beurre de cacahuète dans la main. J'ai regardé son visage passer par 5 émotions différentes avant de sourire et de lui dire que j'étais tellement incroyablement fier d'elle. Elle a posé le pot et m'a serré fort dans ses bras. Elle a dit qu'elle avait eu peur de me parler de l'équipe varsity parce qu'elle ne voulait pas me décevoir si elle n'arrivait pas à suivre. Je lui ai dit qu'elle y arriverait, que je croyais complètement en elle. Le week-end suivant, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis plus d'1 an. J'ai pris 2 jours de congé au travail. Pas de double shift, pas d'heures supplémentaires, juste un week-end normal à la maison avec ma fille. Le samedi matin, nous avons fait la grasse matinée jusqu'à 9 h. Puis nous nous sommes habillés et nous sommes allés au centre commercial. Nous avons essayé des vêtements dans des magasins que nous passions habituellement parce que tout était trop cher. Nous n'avons pas acheté grand-chose, juste quelques articles en solde, mais ça faisait du bien de flâner sans regarder l'heure. Nous avons déjeuné au food court, et Ariana m'a parlé de ses cours, de ses amis et du garçon de sa classe d'anglais qui essayait tout le temps de lui parler. Après le déjeuner, nous sommes allés à Target et avons acheté des snacks et une nouvelle lampe pour la chambre d'Ariana parce que l'ancienne ne marchait plus. Nous sommes rentrés vers 16 h et nous avons mis des vêtements confortables. Ariana a choisi 3 films dans notre liste de streaming, et nous avons fait du popcorn. Nous avons passé la soirée sur le canapé à regarder des films et à nous moquer des dialogues mauvais. Nous n'avons parlé de rien de lourd. Nous n'avons pas traité nos sentiments ni eu de conversation profonde. Nous avons juste existé ensemble dans notre salon, en étant normal, en étant paisible. Vers minuit, Ariana s'est endormie la tête sur mon épaule. Je suis resté assise là encore un moment, ne voulant pas bouger et la réveiller. C'était ça que j'avais cherché. Pas de grands gestes ou de réconciliation dramatique, juste des samedis soirs normaux où ma fille se sentait assez en sécurité pour s'endormir à côté de moi. Le lundi soir, Ariana est venue me voir pendant que je payais les factures à la table de la cuisine. Elle est restée dans l'embrasure de la porte 1 minute avant de demander si elle pouvait me parler de quelque chose. J'ai fermé mon ordinateur et lui ai dit de s'asseoir. Elle s'est assise en face de moi et s'est gratté les ongles. Puis elle m'a demandé si nous pouvions nous permettre une thérapie familiale ensemble. Elle a dit que sa conseillère d'orientation avait suggéré que ça pourrait nous aider à améliorer encore notre communication. Elle a dit qu'elle savait que l'argent était serré et que la thérapie était chère, mais qu'elle pensait que ça pourrait en valoir la peine. Je l'ai regardé une seconde. Ma fille de 14 ans me demandait une thérapie, prenait l'initiative pour améliorer notre relation, même si les choses allaient déjà tellement mieux. Je lui ai dit oui, que nous pourrions le faire fonctionner, que je pensais que c'était une très bonne idée. Elle a eu l'air soulagée. J'ai passé les 2 jours suivants à appeler différents thérapeutes et cliniques. La plupart étaient bien au-dessus de notre budget, mais j'ai finalement trouvé une clinique à échelle mobile de l'autre côté de la ville qui facturait en fonction du revenu. J'ai pris rendez-vous pour la semaine suivante. Quand je l'ai dit à Ariana, elle m'a remercié 3 fois. Elle semblait nerveuse, mais excitée. J'étais nerveuse aussi. Mais si ma fille était assez courageuse pour demander de l'aide, j'étais assez courageuse pour aller jusqu'au bout. Notre première séance de thérapie a eu lieu un mardi soir. La clinique était dans un bâtiment plus ancien avec de la moquette usée et des lumières fluorescentes. La thérapeute nous a rencontrés dans la salle d'attente. Elle était plus jeune que je ne m'y attendais, peut-être au début de la trentaine, avec des lunettes et un sourire amical. Elle nous a emmenés dans son bureau et nous nous sommes assis sur un canapé pendant qu'elle prenait une chaise en face de nous.
La séance a commencé maladroitement. Aucune de nous ne savait quoi dire. La thérapeute nous a demandé pourquoi nous étions là et ce que nous espérions tirer de la thérapie. J'ai laissé Ariana répondre en premier. Elle a parlé de vouloir une meilleure communication, de ne pas vouloir retomber dans les anciens schémas, d'avoir peur que nous ayons travaillé si dur pour arranger les choses et que nous puissions tout gâcher à nouveau. Puis j'ai parlé de vouloir donner à Ariana les outils pour exprimer ses sentiments sans peur, d'apprendre à mieux écouter, de m'assurer qu'elle se sente toujours entendue. La thérapeute nous a écoutés toutes les deux et a commencé à nous enseigner quelques techniques de communication de base. Elle nous a fait pratiquer l'expression des sentiments sans blâme, en utilisant des phrases qui commençaient par ce que nous ressentions au lieu d'accusation sur ce que l'autre personne avait fait. Ça semblait bizarre au début, mécanique, mais à la fin de la séance, nous nous améliorions toutes les deux. Avant de partir, la thérapeute a suggéré des séances mensuelles pour maintenir les progrès que nous avions faits. Nous avons toutes les deux accepté. En sortant vers la voiture, Ariana a dit que ce n'était pas aussi terrible qu'elle l'avait pensé. J'ai été d'accord. Ça faisait même du bien d'avoir quelqu'un de neutre pour nous aider à naviguer dans notre relation. Notre deuxième séance de thérapie a eu lieu 3 semaines plus tard. La thérapeute a commencé par demander comment les choses s'étaient passées à la maison. Nous avons toutes les deux dit que les choses allaient bien. Puis elle a demandé s'il y avait quelque chose de spécifique sur quoi nous voulions travailler, et j'ai pris une profonde inspiration et j'ai admis quelque chose que je n'avais jamais dit à voix haute auparavant. Je lui ai dit que travailler constamment des doubles shifts avait été en partie une façon d'éviter les conversations difficiles à la maison. Que c'était plus facile d'être au travail que d'affronter la tension entre Ariana et moi. Que j'avais utilisé l'épuisement comme excuse pour ne pas gérer nos problèmes. Ariana m'a regardé avec surprise. Puis elle a admis quelque chose aussi. Elle a dit qu'elle m'avait repoussé parce que ça semblait plus sûr que de risquer un nouvel abandon. Que si elle me gardait à distance, ça ferait moins mal quand je finirais par partir comme son père l'avait fait. Elle a dit qu'elle m'avait testé. Voir jusqu'où elle pouvait pousser avant que je renonce à elle. Entendre ça a brisé quelque chose dans ma poitrine. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Je lui ai dit que je n'allais nulle part, qu'elle pouvait me tester pour le reste de sa vie et que je serais toujours là. La thérapeute nous a aidés à parler de ses aveux. Elle a fait remarquer que nous nous étions toutes les deux protégées de façon qui avait en fait empiré les choses. Que la vraie sécurité venait de la vulnérabilité, pas de la distance. À la fin de la séance, nous pleurions un peu toutes les deux, mais c'était de bonnes larmes, comme si nous libérions quelque chose que nous portions depuis trop longtemps. L'équipe de volley d'Ariana s'est qualifiée pour les championnats régionaux à la fin du printemps. Le tournoi s'étalait sur 3 week-ends avec des matchs tous les samedis et dimanches. J'ai arrangé mon emploi du temps pour assister à tous les matchs. J'ai échangé des shifts avec des collègues. J'ai demandé des faveurs. J'ai fait en sorte que ça marche. Regarder Ariana jouer dans ces matchs de championnat m'a rappelé pourquoi je m'étais battu si dur pour garder notre famille unie. Elle s'épanouissait. Elle se déplaçait sur le terrain avec confiance et joie. Elle tapait dans la main de ses coéquipières. Elle appelait les jeux. Elle jouait comme quelqu'un qui savait exactement qui elle était et de quoi elle était capable. Son équipe a gagné facilement les 2 premiers matchs. Le 3e était plus serré, mais elles l'ont remporté au dernier set. Le 4e match est allé jusqu'à 5-7 et s'est joué sur les derniers points. J'étais assise dans les gradins les mains serrées, retenant presque mon souffle. Quand la coéquipière d'Ariana a marqué le point gagnant et que le match était terminé, toute l'équipe a explosé de joie. Elles ont sauté, crié et se sont serrées dans les bras dans un gros tas au milieu du terrain. Les parents se sont précipités des gradins. Je me suis frayé un chemin dans la foule vers l'équipe. Ariana m'a repéré et s'est détachée de ses coéquipières. Elle a couru sur le terrain et m'a jeté ses bras autour du cou. Je l'ai serrée fort pendant qu'elle pleurait des larmes de joie sur mon épaule. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elles avaient gagné. Elles avaient vraiment gagné. Je lui ai dit que je le savais. Que je n'avais jamais douté d'elle une seconde. Debout là dans ce gymnase avec ma fille dans mes bras, j'ai pleuré aussi. C'étaient les moments pour lesquels j'avais travaillé si dur. Pas les grandes réconciliations dramatiques ou les percées en thérapie, juste ma fille qui courait me serrer dans ses bras en premier quand quelque chose de bien arrivait dans sa vie. 15 mois s'étaient écoulés depuis la semaine où j'étais parti, depuis la fête effrayante et la conversation à la table de la cuisine qui avait tout changé. J'étais au supermarché en train de comparer les prix des pâtes quand j'ai entendu quelqu'un prononcer mon nom.
Je me suis retourné et il y avait la mère de Mia debout près de son caddie, l'air mal à l'aise. Elle a dit qu'elle voulait me parler depuis un moment, qu'elle me devait des excuses pour les choses qu'elle avait dites sur mon divorce et ma façon d'élever ma fille. Elle a admis qu'elle avait répandu des ragots sans connaître la vraie histoire, et qu'elle était désolée pour toute la douleur qu'elle avait causée. Je suis resté là à tenir ma boîte de pâtes et à regarder cette femme qui avait rendu ma vie plus difficile pendant une période déjà impossible. Une partie de moi voulait lui dire exactement combien de dommages ces mots avaient causé, comment Ariana m'avait jeté ses rumeurs au visage pendant notre pire dispute. Mais j'étais fatigué de la colère et du blâme, fatigué de porter du ressentiment qui ne faisait que me faire du mal. Je lui ai dit que j'acceptais ses excuses, et que j'espérais qu'elle avait appris quelque chose sur le fait de s'occuper de ses propres affaires. Puis j'ai poussé mon caddie devant elle et j'ai fini mes courses, et je me suis senti plus légère d'une certaine façon, sachant que je n'avais plus à porter cette amertume. Notre vie personnelle ne la concernait pas alors, et elle ne la concernait pas maintenant, et j'avais fait la paix avec cette limite. Quelques jours plus tard, Ariana m'a dit qu'elle était tombée sur Mia à l'école près des casiers. Elles avaient parlé quelques minutes, juste une conversation normale sur les cours et les professeurs. Rien de profond ou d'émotionnel. Ariana a dit que ce n'était pas bizarre exactement, juste différent de la façon dont leur amitié était autrefois. Ce soir-là, pendant que nous faisions la vaisselle ensemble, Ariana en a reparlé et a dit qu'elle était reconnaissante d'avoir choisi des amis différentes après tout ce qui s'était passé. Elle avait appris que les vrais amis ne t'encouragent pas à sortir en cachette à des fêtes ou à mentir à tes parents ou à faire des choix dangereux. Les vrais amis se soucient de ta sécurité et de ton avenir, pas juste de s'amuser sur le moment. Je lui ai tendu une assiette à essuyer et lui ai dit que j'étais fier de la façon dont elle avait appris cette leçon, même si elle venait d'une expérience effrayante. Elle a hoché la tête et a dit qu'elle n'échangerait Lisa et ses autres amis de volley pour rien au monde, qu'elle lui avait montré à quoi ressemblait une vraie amitié. Alors que l'anniversaire des 16 ans d'Ariana approchait, nous nous sommes assis ensemble pour parler de nouvelles libertés et responsabilités. Elle voulait un couvre-feu plus tard maintenant qu'elle grandissait, et je comprenais que c'était raisonnable. Nous nous sommes mises d'accord sur 23 heures le week-end au lieu de 22 heures, mais seulement si elle maintenait ses notes à B ou plus. Elle voulait aussi commencer à conduire une fois qu'elle aurait son permis, ce qui signifiait que nous devions parler des coûts de l'assurance auto. Je lui ai montré les chiffres et expliqué que je ne pouvais pas me permettre l'augmentation complète avec mon seul salaire. Ariana a dit qu'elle trouverait un petit boulot le week-end pour aider à payer, peut-être au café près de l'école ou en faisant du babysitting pour les voisins. Je lui ai dit que je compléterais ce qu'elle contribuerait, et nous nous sommes serrés la main sur l'accord comme des partenaires d'affaires. Poser ces limites ensemble au lieu que je pose simplement des règles me semblait un progrès, comme si nous construisions quelque chose basé sur le respect mutuel au lieu du contrôle et de la rébellion. Le samedi matin suivant, Ariana et moi sommes allés sur un parking vide derrière le centre commercial fermé. Elle avait son permis maintenant et avait besoin de pratique avant son examen de conduite. Je lui ai donné les clés et elle a ajusté le siège et les rétroviseurs exactement comme l'instructeur le lui avait appris. Elle a démarré la voiture prudemment, vérifié partout pour les obstacles même si le parking était complètement vide, puis a lentement appuyé sur l'accélérateur. Nous avons passé 1 heure à faire des cercles sur le parking, à pratiquer les virages et le stationnement entre les lignes effacées. Ariana était nerveuse mais concentrée, posant des questions sur les angles morts et les distances de sécurité. Elle ne s'est jamais énervée quand je la corrigeais. Elle écoutait juste et recommençait. À la fin de la séance, elle stationnait en douceur et faisait des virages propres, et j'ai réalisé que je lui faisais vraiment confiance au volant. Nous en avons fait une tradition du dimanche matin après ça, en nous retrouvant sur le même parking pour pratiquer jusqu'à ce qu'elle se sente prête pour son examen. 2 ans s'étaient écoulés depuis notre réconciliation à la table de la cuisine, depuis la nuit où j'étais allé la chercher à cette fête, et où nous nous étions enfin dit la vérité. Ariana a suggéré que nous retournions au même endroit et que nous en fassions une tradition pour nous parler honnêtement chaque année à cette date. Nous nous sommes assis après le dîner avec des tasses de thé, le cadre de l'essai accroché au mur derrière nous comme un rappel du chemin parcouru. La cuisine ressemblait à la même, mais tout semblait différent, plus calme d'une certaine façon. Ariana a dit qu'elle voulait que nous ayons toujours cet espace pour parler des choses difficiles, pour nous assurer que nous ne retombions jamais dans le schéma d'éviter les conversations difficiles. J'ai accepté et lui ai dit que je pensais que c'était une bonne idée, qu'avoir un moment programmé pour être vulnérables l'une avec l'autre nous garderait connectés même quand la vie deviendrait chargée. Pendant notre check-in, Ariana m'a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Elle a dit qu'elle était reconnaissante que je sois parti cette semaine, même si ça avait été effrayant et douloureux à l'époque.
Ça nous avait forcés toutes les deux à affronter des vérités difficiles que nous évitions, lui avait fait réaliser à quel point elle avait besoin de moi, et m'avait fait réaliser que je ne pouvais pas la protéger en me cachant des conversations difficiles. Elle a dit que la semaine d'éloignement avait été nécessaire d'une certaine façon, comme casser un os qui s'était mal ressoudé pour qu'il puisse guérir correctement la deuxième fois. J'ai bu une gorgée de thé et j'ai réfléchi à ça, à comment parfois il faut se briser avant de pouvoir construire quelque chose de plus fort. Je lui ai dit que j'étais reconnaissante qu'elle m'ait appelé de cette fête, que d'entendre la peur dans sa voix m'avait rappelé ce qui comptait vraiment, pas d'avoir raison ou de protéger ma fierté ou d'éviter la douleur, juste d'être là pour ma fille quand elle avait le plus besoin de moi. Nous sommes restés silencieuses une minute, toutes les deux à penser à quel point nous étions passés près de nous perdre complètement. Puis Ariana m'a posé une question qui m'a coupé le souffle. Elle voulait savoir si je regrettais un jour de l'avoir eue si jeune, si je ressentais du ressentiment pour tous les sacrifices que j'avais faits. J'ai regardé ma fille de l'autre côté de la table, cette adolescente intelligente et forte qui était devenue quelqu'un avec qui j'aimais vraiment passer du temps. Je lui ai dit la vérité, que la maternité avait été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Et qu'il y avait eu beaucoup de nuits où j'avais pleuré d'épuisement et d'inquiétude. Mais elle n'avait jamais été un fardeau. Pas une seule fois en 16 ans. Elle avait toujours été ma raison de continuer. Ma raison de travailler ces doubles shifts et de me battre pour garder notre maison et d'être présente à chaque match de volley. L'avoir jeune signifiait que j'avais raté certaines choses, bien sûr, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux que n'importe quelle expérience à laquelle j'avais renoncé. Je l'avais gagnée elle, et je n'échangerais ça pour rien au monde. Ariana a évoqué son père un après-midi pendant que nous plions le linge ensemble dans le salon. Elle a prononcé son nom sans la tension habituelle dans la voix, juste de façon factuelle, comme si elle parlait de quelqu'un qu'elle avait connu il y a longtemps. Elle m'a dit qu'elle pensait à lui différemment ces derniers temps, comprenant que son choix de partir n'était pas parce qu'elle était impossible à aimer ou que j'étais impossible à vivre. C'était à propos de ses propres limites, son incapacité à gérer les responsabilités ou à rester quand les choses devenaient difficiles. Elle a dit qu'elle avait fait la paix avec ça parce qu'elle voyait enfin que son absence disait tout sur lui et rien sur sa valeur. J'ai arrêté de plier la serviette dans mes mains et je l'ai regardée, cette fille presque adulte qui avait compris quelque chose qui m'avait pris des années à comprendre. Elle a souri un peu et a dit qu'elle était reconnaissante pour les séances de thérapie, pour avoir appris à parler des choses difficiles sans les laisser contrôler sa vie. Puis elle a mentionné quelque chose qui m'a complètement prise au dépourvu. Elle voulait étudier la psychologie à l'université. Elle a dit que regarder comment notre thérapie familiale avait transformé notre relation lui avait montré à quel point une communication honnête pouvait être puissante, à quel point la guérison était possible quand les gens apprenaient à vraiment se parler. Elle voulait aider d'autres familles à trouver ce même genre de percée, surtout les enfants qui géraient des parents absents ou des situations familiales compliquées. J'ai ressenti une vague de fierté qui m'a serré la poitrine parce qu'elle prenait nos pires moments et les transformait en quelque chose de significatif. Elle choisissait de construire son avenir sur la base de ce que nous avions survécu ensemble. L'anniversaire des 16 ans d'Ariana est arrivé un samedi à la fin du printemps. J'ai pris un shift supplémentaire la semaine précédente pour pouvoir payer la fête qu'elle méritait, en louant un espace au centre communautaire où son équipe de volley s'entraînait. J'ai invité ses coéquipières, ses amis proches de l'école et quelques parents que j'avais connus grâce au match et au tournoi. Lisa m'a aidé à décorer avec des guirlandes et des ballons et les couleurs préférées d'Ariana, pendant que Théo installait une playlist de musique que j'avais soigneusement vérifiée pour m'assurer qu'elle était appropriée. Ariana est entrée portant une robe qu'elle avait choisie elle-même, quelque chose entre petite fille et jeune femme, et son visage s'est illuminé quand elle a vu toutes les personnes qui étaient venues pour elle. Je suis resté en retrait et je l'ai regardé se déplacer dans la pièce, serrer ses amis dans ses bras, rire aux blagues, poser pour des photos avec ses coéquipières. C'était ça pourquoi j'avais travaillé pendant tous ces doubles shifts et ces nuits sans sommeil. Pas la fête elle-même, mais la joie sur son visage, la confiance dans sa façon de se tenir, la certitude qu'elle était entourée de personnes qui se souciaient vraiment d'elle. Elle a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et a articulé silencieusement « Merci ». Et j'ai dû cligner des yeux pour retenir mes larmes parce que ce moment ressemblait à la preuve que nous avions traversé le pire et étions devenues plus fortes. À la moitié de la fête, Lisa a tapé une cuillère contre une tasse pour attirer l'attention de tout le monde. Ariana s'est levée avec l'air nerveux, et j'ai réalisé qu'elle allait faire un discours. Elle s'est éclaircie la gorge et a remercié tout le monde d'être venu. Puis elle s'est tournée pour me regarder directement. Elle a dit qu'elle voulait que tout le monde sache que je n'étais pas juste sa mère, mais son héroïne.
La personne qui lui avait appris à quoi ressemblait le vrai amour par les actions plutôt que par les mots. Elle leur a dit que j'avais travaillé des doubles shifts pour garder un toit au-dessus de nos têtes, que j'étais venu à chaque match de volley, peu importe à quel point j'étais fatigué, et que je n'avais jamais renoncé à elle, même quand elle m'avait repoussé. Sa voix s'est épaissie d'émotion quand elle a dit que je n'étais pas la raison pour laquelle son père était parti. J'étais la raison pour laquelle elle s'épanouissait, la raison pour laquelle elle avait un foyer et des opportunités et des personnes qui se souciaient d'elle. Elle a dit que tout ce qu'il y avait de bien dans sa vie venait de mon refus d'abandonner nous deux. La salle est devenue silencieuse sauf quelques reniflements d'autres parents, et j'ai pressé ma main sur ma bouche pour m'empêcher de sangloter à haute voix. Ariana est venue vers moi et m'a serré fort dans ses bras pendant que tout le monde applaudissait, et je lui ai murmuré à l'oreille qu'elle rendait chaque sacrifice valable. Elle m'a murmuré en retour qu'elle le savait, qu'elle comprenait enfin tout ce que j'avais fait pour elle. Le lendemain matin, nous nous sommes occupés du nettoyage ensemble, des sacs de déchets et des décorations restantes éparpillées dans la cuisine. Nous avons travaillé sans beaucoup parler, juste un silence confortable interrompu par des rires occasionnels quand nous nous souvenions de quelque chose de drôle de la fête. Ariana m'a taquiné sur la façon dont j'avais dansé sur l'une de ses chansons préférées, et je lui ai rappelé qu'elle avait promis de ne jamais montrer à personne la vidéo que Lisa avait prise. Nous nous sommes déplacés l'une autour de l'autre facilement, en nous passant des sacs poubelles et en essuyant les surfaces avec le genre de travail d'équipe qui vient du fait de vraiment connaître quelqu'un. J'ai réalisé que c'était ça le partenariat, ce rythme naturel de travailler ensemble vers le même objectif. Pas les déclarations dramatiques ou les grands gestes, mais le matin tranquille après, nettoyer ensemble et trouver de la joie dans les petits moments. Ariana a chargé le lave-vaisselle pendant que je balayais le sol, et quand nous avons fini, elle nous a fait du chocolat chaud à toutes les deux, même si c'était presque l'été. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine avec nos tasses, épuisées mais heureuses, et j'ai pensé à quel point nous avions parcouru du chemin depuis cette terrible semaine il y a 2 ans quand tout s'était effondré. 3 semaines plus tard, Ariana a réussi son examen de conduite du premier coup. Elle est sortie en courant du bureau des permis, en agitant son nouveau permis en l'air, et je l'ai serré si fort qu'elle a ri et m'a dit de respirer. Sur le chemin du retour, elle m'a demandé si elle pouvait nous conduire à son entraînement de volley cet après-midi, et je lui ai donné les clés sans hésiter. Elle a ajusté les rétroviseurs avec soin, vérifié ses angles morts 2 fois, et est sortie du parking avec des mains stables. Je l'ai regardée conduire avec ce mélange de fierté et de terreur que ressent probablement chaque parent quand son enfant prend le volant. Mais elle était prudente et confiante, respectant la limite de vitesse, utilisant ses clignotants et gardant les 2 mains sur le volant comme je le lui avais appris. Quand nous sommes arrivés sur le parking du gymnase, elle m'a regardé avec un énorme sourire et m'a demandé comment elle s'en était sortie. Je lui ai dit qu'elle conduisait mieux que la moitié des adultes que je connaissais, et je le pensais vraiment. Regarder Ariana marcher vers l'entraînement en portant son sac de sport, si grande et capable, j'ai senti un changement en moi. Elle n'était plus ma petite fille. Elle devenait quelqu'un que je respectais et admirais vraiment. Nous pensions encore aux choses normales comme nous l'avions toujours fait. Sa chambre restait en désordre peu importe combien de fois je lui demandais de la ranger. Elle contestait les limites de temps d'écran et essayait de négocier des couvre-feux plus tard. Elle procrastinait sur ses devoirs jusqu'à la dernière minute et stressait ensuite sur les délais qu'elle aurait pu facilement respecter. Mais quelque chose de fondamental avait changé dans la façon dont nous gérions ces conflits. Il ne dégénérait plus en jours de silence froid ou de mots blessants que nous ne pouvions pas reprendre. Nous nous disputions, défendions nos points de vue, haussions parfois la voix, puis nous passions à autre chose. La base en dessous était assez solide pour que ces désaccords de surface ne puissent pas la secouer. Nous savions toutes les deux que nous nous aimions, que nous étions dans la même équipe. Même quand nous étions en désaccord sur les règles, nos disputes se résolvaient en heures au lieu de semaines parce que nous avions appris à séparer les petites choses de ce qui comptait vraiment. Et ce qui comptait vraiment était toujours la même chose, nous nous soutenions mutuellement quoi qu'il arrive. Chaque fois qu'Ariana sortait de la maison, elle s'arrêtait à la porte pour dire ces 3 mots. Peu importait si elle était agacée contre moi pour quelque chose que j'avais dit ou une règle que j'avais imposée. Peu importait si nous venions de finir de nous disputer pour sa chambre en désordre ou son utilisation du téléphone. Elle prenait son sac à dos ou son sac de sport, tendait la main vers la poignée, puis se retournait et le disait « Je t'aime, maman ». Parfois elle le disait joyeusement, parfois à contre-cœur, parfois avec un roulement d'yeux. Mais elle le disait toujours, et je souriais toujours parce que ces mots signifiaient plus que n'importe quelle excuse ou explication. Ils signifiaient qu'elle savait que je serais là quand elle rentrerait.
Il signifiait qu'elle faisait confiance à notre fondation assez pour partir, en sachant qu'elle serait toujours solide quand elle reviendrait. Il signifiait qu'elle avait enfin appris la différence entre un parent qui faisait des promesses et un parent qui les tenait. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette terrible semaine où j'étais allé chez ma sœur et avais laissé Ariana se débrouiller seule. 2 ans depuis qu'elle m'avait appelé en pleurant de cette fête, effrayée et seule, apprenant à la dure que son père était passé à autre chose sans elle. En regardant en arrière maintenant, je voyais comment cette semaine nous avait ouvertes toutes les deux de façon qui devait arriver. Les mensonges protecteurs que je lui avais racontés avaient dû se briser avant que nous puissions construire quelque chose de réel. La colère qu'elle portait avait dû se casser avant qu'elle puisse se permettre de m'aimer sans réserve. Nous avions construit quelque chose de plus fort qu'avant. Quelque chose basé sur l'honnêteté, le respect et le choix quotidien de nous soutenir mutuellement. Pas seulement pendant les grands moments, mais pendant tous les petits moments ordinaires qui composent vraiment une vie. Préparer le petit déjeuner ensemble le dimanche matin. Conduire à l'entraînement de volley. Plier le linge en parlant de projets d'université. C'étaient les moments qui prouvaient que l'amour n'était pas fait de grands gestes. C'était de la constance, d'être présente même quand c'était difficile ou ennuyeux ou incommode. Je me tenais dans notre cuisine à regarder la photo encadrée de son match de championnat de volley et l'essai qu'elle avait écrit sur moi pour son cours d'anglais. Les deux étaient accrochés au mur où nous avions une autre conversation décisive cette nuit-là il y a 2 ans. La photo montrait Ariana au milieu d'un service, concentrée et puissante, et complètement dans son élément. L'essai décrivait son parcours d'adolescente en colère à quelqu'un qui comprenait que l'amour signifiait être présent, pas juste dire les mots. J'ai relu la dernière ligne, même si je l'avais mémorisée depuis des mois, mon père m'a donné la vie, mais ma mère m'a donné un foyer. Et ça a fait toute la différence. Je pensais autrefois que l'absence de son père était d'une certaine façon mon échec. Que si j'avais été meilleure ou différente ou plus, il serait resté. Mais debout ici à regarder tout ce que nous avions construit ensemble, j'ai enfin compris ce qu'Ariana avait compris avant moi. Il lui avait donné la vie. Je lui avais donné tout le reste. Et elle comprenait maintenant la différence. Vraiment, profondément. Moi aussi. Voilà, c'est tout ce que c'était. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, j'imagine que la curiosité l'a emporté. Autant revenir la prochaine fois et voir si je fais mieux.